Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, après les Cumulus, les Minibus et les Davidus sont de retour pour cette nouvelle émission. Comment ça va, Philippe David ? Ça va très bien, et vous ? Écoutez, très bien. Moi, je suis très heureuse de vous voir comme tous les jours. Très heureux de vous voir aussi. Puis avec tous les noms à consonance romaine, je me demande si on est à Laudanum, Babaorum, Petit Bonhomme ou Aquarium. Vous savez, les villages autour du village d'Astérix. Absolument, c'est ça. Mais je suis beaucoup plus heureuse quand vous venez avec des gâteaux. Je sais pas pourquoi, en tout cas. Mais vous m'avez mis au régime, alors j'en amène plus. C'est vrai. C'est tout ça de ma faute, je retire. En tout cas, ce numéro de téléphone, le 0826 300 300 avec Aude qui vous attend. On serait ravis de vous accueillir jusqu'à 19h, bien entendu, avec le grand débat du jour à 17h30. Comment baisser le coût du travail tout en finançant la dépense sociale ? Sans vraiment l'annoncer, François Bayrou pourrait relancer le débat sur la TVA sociale, mais il entend laisser les partenaires sociaux trancher. Objectif financier des dépenses sociales tout en abaissant la cotisation sur le travail. Alors parlons vrai. Est-il normal que seul ou presque le travail paye la protection sociale ? Et à cette question, faut-il baisser le coût du travail par la création de la TVA sociale ? Vous dites non à 70%. Vous les rappelez. Aude vous attend au 0826 300 300 et c'est juste 5 centimes d'euros l'appel, donc loin d'une TVA exponentielle. Et Benoît Perrin sera avec nous, directeur de contribuables associés. Puis le coup de projecteur des vraies voix. La Caisse nationale d'assurance vieillesse assure avoir déjà appliqué une partie des recommandations de la Cour des comptes en matière de lutte contre la fraude fiscale. Parmi les dispositifs évoqués, le recours à la biométrie et la présence au sein d'un consulat d'Alger de 2 agents chargés de vérifier l'existence réelle des bénéficiaires de pension. Alors parlons vrai, est-ce que c'est avant tout pour vous une mesure de rétorsion vu la politique du gouvernement algérien vis-à-vis de la France ? Et à cette question, la CNAV a-t-elle raison de durcir les contrôles sur les retraités algériens ? Vous dites oui à 93%, vous voulez réagir encore et toujours, le 0826 300 300. Et on vous souhaite la bienvenue, chers amis, c'est les vraies voix, c'est Sud Radio, merci de votre fidélité, on est ensemble jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio. Et autour de cette table, Sylvain Lévy-Valency qui est avec nous, journaliste directeur de la rédaction Radio Imo et spécialisé donc bien entendu dans l'immobilier et qui on retrouve tous les samedis pour Parlons Immo. Bonsoir. Absolument. Sylvain. Dès 9h15 jusqu'à 10h. Bonjour à tous. Bienvenue. Bonjour. Sébastien Ménard est avec nous, entrepreneur dans la foodtech et patron de Pressly. Bonsoir Sébastien. Bonjour. Bonsoir. C'est quoi ce petit bonsoir ? Bonsoir. On dirait un homme politique. On va essayer d'être sérieux ce soir. Ouais. Ah bah, ça va pas En durer. êtes-vous capable ? Relever le niveau, ça devrait pas trop être difficile. Oh, Pas mal. Oh là non, là. mais je vous avais prévenu que c'était une tête à claque. Allez, Luc Gras est avec nous, politologue et auteur de La démocratie en péril. Vous l'avez avec vous là ? Bonsoir. Le livre, Alors, bonsoir. cette fois-ci, je suis pas venu avec. Aïe, Mais je voulais le montrer. Je vous remercie de l'avoir mentionné. Il est particulièrement d'actualité. Absolument. Et il avait peur de les offrir, c'est pour ça qu'il les a pas mis. Faites attention, il a du caractère, Gras. Attention, il a du caractère, Gras. On fait dans la finesse. Bien. Au bon accueil, bonjour. En tout cas, Anne, on va accueillir Xavier qui est avec nous, qui nous appelle de Floirac. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Bonsoir les vraies voix. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Votre coup de gueule, c'est sur le rapport de la Cour des comptes sur l'école primaire. Et oui, la Cour des comptes, elle a rendu un rapport la semaine dernière sur l'école primaire pour dire qu'en gros, on a un système éducatif qui est en échec. Alors on le savait plus ou moins parce qu'on en entend parler assez régulièrement. Pour donner quelques chiffres, on dépense à peu près 20 milliards d'euros par an pour l'école primaire. C'est important de le dire. Ça, c'est uniquement la part du budget du ministère de l'Éducation. Mais si, si on prend la part aussi des collectivités qui abondent largement, on peut doubler ce chiffre. Mais bon, c'est vrai que le rapport nous dit qu'on a un niveau inacceptable. On est 22e sur les mathématiques, par exemple. Il nous dit aussi que, en gros, il y a beaucoup de reproduction sociale. Donc, Feu Bourdieu serait peut-être heureux ou malheureux d'ailleurs de le constater qu'il avait raison. Plus on est riche et plus on peut mettre nos enfants dans des conditions favorables pour qu'ils réussissent. Et plus on est pauvre et plus c'est difficile. Et ça se voit dans les statistiques. Et puis surtout, ce rapport, il met l'accent sur un point qui a été relevé, c'est les rythmes scolaires qui semblent inadaptés à la biologie, à la chronobiologie des enfants. En gros, ils sont pas suffisamment concentrés parce que l'école est répartie que sur 4 jours.
Et ils commencent souvent très tôt, peut-être trop tôt l'école. Bref, le rapport de la Cour des comptes nous propose des solutions. Ils nous disent bon, alors on va améliorer le recrutement des professeurs. Ah, ils disent ça comme ça, on va. Allez-y. Ils sont un peu plus austères à la Cour des comptes, mais on peut le dire comme ça. Ils disent en gros, faut faire aussi plus de numérique, de transition numérique. Il faut une meilleure organisation de l'école qui correspond plus au rythme de biologie de l'enfant. Mais ils oublient quand même quelque chose qui est important. Et qui, moi, m'a choqué en lisant le rapport. J'ai lu une partie du rapport et la synthèse et une partie du rapport. Ils parlent pas de sport, parlent pas beaucoup de culture. Et par exemple, en Finlande, on a des résultats formidables sur les enfants de l'école primaire, où la Finlande a décidé de mener une politique très ambitieuse sur le sport. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on veut faire de nos gamins ? On veut que ce soit des gens qui soient épanouis plus tard, qui soient bien dans leur peau, qui soient confiants et qui réussissent leurs études, pourquoi pas même. Eh bien ça, le sport, ça y contribue. Et malheureusement, il n'y a pas d'accent là-dessus. Et pire, je vais vous dire, le pire, moi, ce qui m'a choqué, je terminerai là-dessus, c'est que la Cour des comptes dit oui, il faut améliorer la transition numérique. Alors qu'en fait, on découvre depuis quelques années qu'au contraire, il faut éloigner nos enfants des écrans. C'est ça. Parce que ça les perturbe considérablement. Donc bon. Bougez pas, Xavier, on fait réagir parce qu'il nous reste 1 minute pour 3, ça va pas être facile. C'est Sylvain Lévy-Valency. Ça confirme à l'école primaire, ce qui est confirmé dans le primaire, ce qui est confirmé dans les études supérieures, une gentrification par classe sociale, une dégradation totale de l'école. C'est un désastre annoncé, mais rien de neuf sous le soleil. Allez, Sébastien. On comprend mieux PISA en voyant les résultats de l'école primaire. PISA, c'est au niveau du lycée. Oui, mais moi je reste quand même un éternel optimiste. C'est-à-dire que la France est un grand pays. La France est un pays qui met beaucoup de moyens pour former, éduquer, mais c'est le fléchage, et faire grandir ses gamins. Il suffit simplement que l'État fasse son boulot, son boulot au sein de l'éducation nationale, au sein des rectorats, et puis au sein des différents établissements qui devraient être beaucoup plus contrôlés, beaucoup plus tenus, et c'est pas le cas. Lugras. 3 mots. Moi, je trouve qu'on souligne jamais suffisamment la qualité de beaucoup de gens qui s'engagent dans l'enseignement. Il y a plein. Enfin, moi, j'ai l'occasion d'en rencontrer pas mal. Il y a plein d'enseignants qui sont incroyables pour gagner 3 francs 6 sous, qui sont dévoués par rapport aux enfants, tout ça. Donc, saluons le corps enseignant. Arrêtons de dire que ce sont tous des gens qui sont dans des syndicats qui sont négatifs. Il y a plein de gens dans l'éducation nationale de qualité. Parce que souvent, c'est eux la variable d'ajustement. Et quand la Cour des comptes pointe notamment le recrutement des profs, il ferait bien de pointer aussi l'augmentation des salaires, juste comme ça, dans certaines zones. Par contre, c'est vrai qu'il n'empêche que ces gens sont de qualité, mais sont dans un système administratif, le mammouth d'Allègre, il existe toujours. Et c'est ça le problème. Et moi, je connais plusieurs enseignants qui voudraient évoluer, qui peuvent pas parce qu'ils sont barrés par des considérations extrêmement techniques, voire technocratiques. Et enfin, évidemment que l'ennemi de l'école, c'est l'écran. C'est une évidence. Il faut préserver nos enfants jusqu'à 15 ans. Il y a eu plein de rapports qui sont apparus là-dessus. Les écrans, moi j'ai deux garçons de 10 et 12 ans, je vois bien. L'ennemi de notre famille, ce sont les écrans. Et tout le monde vous le dit. Alors il y a les parents qui démissionnent et qui le donnent dès 8h du matin pour être tranquille, faire la grasse mat. Il y en a plein. Bien sûr. Mais il y a aussi les parents qui se battent. Et il faut les soutenir, ces parents-là. Parce que l'écran, c'est la fin de la créativité, c'est la fin de la personnalité. Mais est-ce que vous ne pas aussi revoir les méthodes? Parce que je me rappelle, moi, mes grands-parents étaient nés pas au siècle dernier, mais au siècle d'avant. Ils écrivaient en ayant quitté l'école à 12 ans. Je vous voyais pas si vieux, Philippe. Et ils connaissaient tous les départements. Oui, et sans la moindre faute d'orthographe. La problématique, mon cher Lugras, c'est pas l'écran en tant que tel, c'est pas la technologie en tant que telle, c'est ce qu'on en fait, c'est l'usage qu'on en fait. Oui, mais ça c'est des discours. C'est l'usage qu'on en fait. Je suis désolé. Si vous décidez d'être totalement, mais attendez, vous pouvez de façon statistique à l'appui, vous pouvez, je vais vous atomiser sur place. Voilà. Mais non, mais vous pouvez, mais je le suis, je l'assume. Mais vous pouvez utiliser les nouvelles technologies. C'est connu pour apprendre de la musique à des enfants, pour leur apprendre à lire et à écrire. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec. Mais on ne dit pas que l'outil est mauvais. Alors j'ai pas dû bien m'exprimer. En communication, il y a celui qui s'exprime et celui qui reçoit. Manifestement, il n'a pas compris, il n'a rien compris ce que je disais. Et donc c'est que je me suis mal exprimé. Et donc je reprends pour lui de manière plus accessible. Allez-y, faites un effort. Le premier point, c'est que bien sûr que l'outil est fabuleux, l'écran, mais l'utilisation comme défouloir, comme qui permet
la démission des parents, c'est une catastrophe. Il a raison. Attendez quand même, je voudrais corriger, même si Sébastien Ménard a des statistiques incroyables. Si on regarde les études sérieusement des scientifiques qui se penchent sur la question, en fait, on a compris que les écrans, ça faisait pas fonctionner le cerveau de la même manière que la lecture, par les livres, par le toucher et par l'ouïe. Et donc, c'est vraiment important qu'on fasse fuir les écrans des foyers et des écoles et qu'on leur fasse faire du sport à nos gamins. Parce que, je veux dire, nous, demain, si on veut pas devenir les États-Unis ou le Mexique... Ça leur fait pas lire un livre, hein. Non, mais faire du sport, ça développe les capacités cognitives, parce que quand vous avez la neurogénèse, elle se développe par le sport. Le cerveau se construit par la pratique du sport. Et si on veut demain des Français qui sont sains, un esprit sain dans un corps sain, il faut que dès le plus jeune âge, on les endoctrine à faire du sport. Pardon Xavier, je veux juste dire un truc. Hein. Philippe David n'a pas fait beaucoup de sport, ça se voit physiquement, et pourtant il est très intelligent. C'est parce que lui, c'est le sport du comptoir, lui, c'est pas le sport de coude. Non mais Xavier, juste un tout petit peu de nuance. Ce que dit Sébastien est très juste. Non mais soyons clairs, c'est très juste. C'est très juste. Grâce à la technologie numérique, on a beaucoup évolué. Donc il a raison quand il dit c'est l'usage qu'on en fait. Et on ne doit pas confondre l'usage et l'aliénation. Vous savez ce que c'est que l'aliénation? C'est de l'addictologie. Et d'ailleurs, il y a des phénomènes qui ont été d'ailleurs expliqués scientifiquement, notamment par exemple le cadre spectral. Vous savez, le cadre spectral, c'est la lumière que dégage l'écran, qu'on appelle une lumière bleue qui dérange le rythme biologique des enfants. Voilà. Il faut juste gérer. Il faut adapter l'usage pour éviter l'aliénation en contrôlant. Voilà. Allez, mot de la fin une phrase qui pourrait nous permettre d'être tous d'accord. Les écrans doivent être un outil, mais pas un substitut. C'est ce que dit Sébastien. C'est ce qu'on dit. Alors on est d'accord. Xavier, vous restez avec nous, vous êtes notre vraie voix du jour. On est très contents. Merci pour ce sujet qui était passionnant. Du coup, on est très en retard, mais c'est pas très grave. Dans un instant, les 3 mots de l'actu, ce sera avec Félix Mathieu. Et puis, n'oubliez pas ce grand débat du jour. On va revenir sur François Bayrou, qui, sans vraiment le dire, pourrait relancer la TVA sociale. Donc, si vous voulez d'ores et déjà nous inviter dans le débat, vous êtes les bienvenus au 0826 300 300. On est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Philippe David, Cécile de Ménibus. Coucou, revoilou. Oui. C'est comme ça qu'on dit? Ce coucou nous revoilou, c'est très bien, ça rime en plus. Avec Philippe David. Et Cécile de Ménibus, et nos vraies voix. Oui, mais c'est bien avec Philippe David. Oh, vous savez, moi ça me fait plaisir dès lors que je suis avec vous. Vous savez, avec les vraies voix. Vous avez remarqué que dès qu'il est un peu ému, Philippe David, il a un accent belge. Écoute, il a pas qu'un accent belge, hein. Il a un humour belge. Quoi qu'il en soit, autour de cette table, Sylvain Lévy-Valency qui est avec nous, que vous pouvez retrouver chaque samedi matin à partir de 9h30. 9h15. Sinon, vous serez en retard. Alors, parlons IMO. Sébastien Ménard est avec nous, entrepreneur dans la foodtech et patron de Presse Libre, et Luc Gras, politologue et auteur de ce livre, La démocratie en péril, qui effectivement, en ce moment, tient bien la corde au niveau d'actu. Voilà, on vous souhaite la bienvenue. Tout de suite, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont euthanasie, racolage et mère. Les députés votent ce soir sur les 2 propositions de loi fin de vie, l'une consensuelle sur les soins palliatifs, l'autre avec plus de suspense sur l'aide à mourir. Le gouvernement promet de taper fort sur les VTC pour apaiser la colère des taxis. Intensification des contrôles contre les maraudes et même, je cite, contre le racolage près des gares et des aéroports. Et puis Jean Tibéry, le dernier maire de droite de Paris, s'est éteint à l'âge de 90 ans. Il avait dirigé la mairie de la capitale de 95 à 2001 entre Jacques Chirac et Bertrand Delanoë. Les vraies voix Sud Radio. L'une devrait être votée à l'unanimité, la proposition de loi sur les soins palliatifs soumise au vote des députés en première lecture ce soir, consensuelle alors que beaucoup n'ont pas suffisamment accès au traitement contre la douleur dans une vingtaine de départements. Consensuelle peut-être aussi parce qu'elle acte des grands principes mais peu de choses concrètes réellement nouvelles, disait ce matin le député LR et médecin Philippe Juvin sur Sud Radio. L'autre proposition de loi fin de vie en tout cas va connaître un sort plus incertain ce soir, celle qui porte sur l'aide à mourir. François Bayrou avait voulu séparer les 2 textes pour permettre aux députés de voter l'un, mais pas forcément l'autre. D'ailleurs, ce matin, le Premier ministre a fini par admettre que lui-même ne voterait pas pour l'aide à mourir s'il était député. J'entends très bien ceux qui disent « mais moi, dans mon état, je veux pouvoir accéder à la mort si je ne peux plus faire autrement ». Je comprends ça. Et il y a eu de très grands combats dans l'humanité pour tout ça. Mais simplement, ce que je veux, c'est que
il n'y ait pas de détournement de la loi pour faire de ce qui devrait être un acte ultime, un acte normal et banal. Vous, député, vous ne le voteriez pas? Non, c'est pas ce que je dis. Ce soir, je veux dire. Tel qu'il est aujourd'hui, non. Je pense que ce soir, je m'abstiendrai, oui. François Bayrou ce matin chez nos confrères de BFM TV, alors que les députés doivent voter, ça pourrait arriver d'une minute à l'autre, en fin d'après-midi, sur ces 2 propositions de loi fin de vie. Oui, allez-y. Sylvain, oui. Moi, je pense c'est un sujet éthique. Il faut juste rappeler que si François Bayrou ne le vote pas, c'est parce qu'il a aussi des convictions spirituelles, des convictions de croyants. Il l'a toujours dit, d'ailleurs, il l'a affiché, et qu'il est inscrit effectivement dans la religion juive, dans la religion catholique, que on ne doit pas effectivement provoquer la mort, parce que la mort était une installation. Voilà, c'est quelque chose qui est de l'ordre du divin. On est confronté véritablement à un sujet de société sur lequel on voit bien les limites finalement des croyances des uns et des autres. Moi, je pense qu'on vit dans une république et qu'on devrait, lorsqu'on s'appartient, pouvoir décider de sonner le glas de sa propre vie, pour éviter d'aller en Suisse, parce que ça coûte un peu cher. Mais en Suisse, ils ont déjà compris le sujet. Luc Grain. Sujet très personnel, très lourd. Moi, j'ai souvent dit que Bayrou faisait du surplace. Je l'ai trouvé ce matin. J'adore. J'ai trouvé ce matin quand même assez touchant, assez authentique dans sa façon, avec la bonne intervieweuse qui est Apolline de Malherbe. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de le suivre dans ses méandres. D'habitude, il nous perd dans les méandres. Là, j'ai trouvé qu'il apportait quelque chose. Ceci dit, c'est une affaire de conscience personnelle, et donc c'est à chacun de s'engager. Moi, j'étais très impressionné parce qu'à l'époque, j'étais proche du Parlement par tout le travail de Jean Leonetti. Donc, je suis assez influencé par ce que dit Jean Leonetti, et je me pose des questions. C'est vrai ce que vous dites, on doit pouvoir en République choisir, parce que la citoyenneté est première, avant tout. Ça, c'est très important de le dire, même par rapport aux croyants. Mais en même temps, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui voulaient mourir, et qui, par des choses qui se passent dans la vie, ont fini par retrouver un petit peu d'instinct de vie, et après, qui ont dit, mais ça aurait été moi, on m'aurait donné la possibilité de mourir, je serais mort aujourd'hui, et je suis aujourd'hui content de vivre. Donc moi, j'ai enterré 3 de mes proches, un frère, une sœur et une maman, et je peux vous dire que si j'avais eu cet outil-là, ça aurait été une très très bonne chose, parce que faut l'avoir vécu pour le comprendre. Sébastien Ménard. Pas mieux. Je pense que on peut porter tous les débats idéologiques, éthiques, spirituels qui vont bien. Mais quand on est confronté de manière totalement désemparée à la souffrance ultime d'un proche, on ne peut que voter ou appeler à voter cette loi. Allez, le deuxième mot, il faut qu'on avance un peu. Racolage, terme employé au ministère des Transports pour apaiser la colère des taxis. Philippe Tabarot recevait tout à l'heure les responsables des taxis qui manifestaient encore aujourd'hui. Le ministre des Transports promet d'intensifier les contrôles contre les maraudes et même, oui, je cite, contre le racolage de VTC près des gares et des aéroports. Chasse gardée des taxis, le mouvement continue. Mais c'est un bon point, réagissait à la sortie le président de l'Union nationale des taxis, Rachid Boudjema. On a eu des réponses à certaines de nos questions. On a des engagements forts de la part du ministre des Transports, notamment sur les points qui sont très bloquants depuis 10 ans. C'est la première fois qu'on a un ministre qui est prêt à s'engager pour véritablement distinguer les 2 activités taxi et VTC, notamment la maraude à la fois physique et électronique. Le ministre s'est engagé dès mercredi à nous apporter des réponses concrètes pour distinguer la réservation préalable et la réservation immédiate, y compris avec de la temporalité. Donc ça, c'est un engagement fort que les chauffeurs attendent. Rachid Boudjema de l'Union nationale des taxis au micro de l'AFP. Après la concurrence des VTC, une autre réunion sur les tarifs, cette fois des transports sanitaires, était prévue ce soir. C'est l'autre point qui met les taxis en colère. En bref, le roi Charles III se dit profondément choqué et attristé par le drame survenu hier soir à Liverpool. Un automobiliste a foncé dans la foule qui célébrait la victoire de Liverpool en première ligue de foot, placé en garde à vue pour tentative de meurtre. On apprend à l'instant que cet automobiliste de ce quinquagénaire était sous l'emprise de la drogue. En tout cas, 4 enfants figurent parmi la cinquantaine de blessés. L'un d'eux reste dans un état grave. Selon le dernier bilan des services ambulanciers, il y avait encore 11 personnes hospitalisées cet après-midi. Et puis le troisième mot, maire. Jean Tibéri s'est éteint à l'âge de 90 ans. Dernier maire de droite de la capitale, il avait succédé à Jacques Chirac à la mairie de Paris quand celui-ci avait remporté la présidentielle de 95. Pour moi, en effet, chacun comprendra, un grand honneur que de prendre le relais d'un homme, aux côtés duquel, pendant 18 ans, j'ai parcouru le même chemin et dont j'ai été l'un des plus fidèles compagnons.
Un mandat municipal marqué par des tensions au sein de sa propre majorité RPR à l'époque, mais aussi par l'affaire des faux électeurs du 5e arrondissement. Plus de 3000 faux électeurs identifiés. Les gendarmes ont fait leur compte. Dans le 5e arrondissement, le fief de Jean-Tibéry, une armée de fantômes a participé aux législatives de juin 97. Jusqu'en 1998, il y avait une famille de 4 personnes sur cette margelle. Les faux électeurs se cachaient un peu partout. Même cette entrée de parking a servi à en accueillir. Affaire des faux électeurs pour laquelle il sera condamné bien des années plus tard en 2013 à de la prison avec sursis. Il avait entre-temps perdu la mairie de Paris en 2001 face à Bertrand Delanoë du PS. Jean-Tibéry était alors redevenu maire de son 5e arrondissement natal jusqu'à 2014. Il a su porter haut les couleurs de la capitale. Salut Rachida Dati après l'annonce de sa mort à 90 ans. L'actuel maire socialiste de la capitale, Anne Hidalgo, évoque de son côté un homme qui a consacré une part immense de sa vie à Paris au 5e arrondissement. Je garderai, ajoute Anne Hidalgo, le souvenir d'un homme chaleureux avec qui j'avais tissé des relations cordiales et respectueuses. D'ailleurs, les drapeaux des équipements municipaux seront mis en berne le 3 juin, c'est-à-dire au premier jour du prochain Conseil de Paris. Merci beaucoup Félix Mathieu. Allez, vous restez avec nous dans un instant. François Bayrou pourrait relancer l'idée d'une TVA sociale. Le Premier ministre y est favorable, mais renvoie la décision aux partenaires sociaux. Alors parlons vrai. Est-il normal que seul ou presque le travail paye la protection sociale? Et à cette question, faut-il baisser le coût du travail par la création de la TVA sociale, vous dites non à 70%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et Benoît Perrin est avec nous, directeur de Contribuables Associés. Bonsoir, merci d'être avec nous. Est-ce que la TVA sociale est finalement une question de bon sens? Oui et non. On en parle dans un instant. Vous devriez faire de la politique, mon cher. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On embrasse bien sûr Philippe Bilger qui n'est pas là aujourd'hui et on embrasse nos vraies voix du jour et vous au 0826 300 300 avec Sylvain Lévy-Valency qui est avec nous, journaliste, directeur de la rédaction de Radio Immo et surtout que vous retrouvez à 9h15 tous les samedis matins dans Parlons Immo. Sébastien Ménard, entrepreneur dans la food tech et patron de Presse Libre, et puis Luc Gras, politologue et auteur de ce livre à lire absolument, La démocratie en péril. Voilà, et avec Philippe David, on vous souhaite la bienvenue. C'est le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le plan de retour à l'équilibre des finances publiques, il va demander un effort à tous les Français. On est là pour te pomper, t'imposer sans répit et sans repos, pour te sucer ton flouze, ton oseille, ton pognon. Le plus juste possible, mais un effort suffisant. Ma famille en peut plus, moi j'en peux plus, la France entière en peut plus. Je ne ciblerai pas une catégorie de Français à l'exclusion des autres. Oh Seigneur, la révérence. Comment baisser le coût du travail tout en finançant la dépense sociale sans vraiment l'annoncer? François Bayrou pourrait donc relancer le débat sur la TVA sociale, mais il entend quand même laisser les partenaires sociaux trancher. Alors parlons vrai, est-ce que cette mesure vous paraîtrait juste socialement? Et à la question, faut-il baisser le coût du travail par la création de la TVA sociale? Vous dites non à 70%, vous voulez réagir, osez les vraies voix, attendre vos appels au 0826 300 300, 5 centimes d'euros, TTC la minute. Et notre invité pour en parler, Benoît Perrin, est avec nous, directeur de Contribuables Associés. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sébastien Ménard. Mais sur moi, cette baisse. Bon, en fait, je vais prendre ma casquette d'entrepreneur, de patron. Le coût du travail est élevé en France. Il est un petit peu plus élevé, je dirais, qu'un certain nombre de pays avec lesquels, en tout cas moi, je suis en compétition. Donc, je trouve que le remettre, en tout cas, cette proposition de TVA sociale, mais qui est quand même un serpent de mer. C'est un truc dont on nous parle depuis 20 ans. Certains voulaient le faire, n'ont pas pu le faire. On avance, on recule d'un pas. Enfin, on avance d'un pas, on recule de 3 pas, etc. Derrière ça, en fait, c'est le vrai sujet, c'est le coût du travail. Et on sait que la seule manière, quelque part, de recréer des richesses dans ce pays pour pouvoir les distribuer. L'idée, c'est pas d'enrichir Monsieur X, Monsieur Y ou Monsieur Ménard. C'est pas tant ça le sujet. Le sujet, c'est de se dire. Monsieur David, on peut l'enrichir. Non, mais vous êtes
déjà surpayé, monsieur, pour les bêtises que vous racontez à l'antenne tous les jours. C'est quoi la TVA sociale? La TVA sociale, c'est demander une contribution au day-to-day, donc au quotidien, à l'ensemble de celles et ceux qui consomment. Voilà, donc c'est, à mon avis, on a un spécialiste sur ce plateau qui va confirmer ou infirmer ce que je raconte, mais c'est d'ajouter une fiscalité additionnelle au quotidien qui permet de faire porter de manière normalement, entre guillemets, quasi indolore. Mais $1 pour qui? $1 pour vous, $1 pour moi, $1 pour ce rentier de Philippe David. Mais sinon, pour tous les autres, effectivement, c'est 10, 15, 20, 50 € à la fin du mois. Et on sait très bien que ça peut très très vite leur faire défaut. Oui. Mais en tout cas, on a nécessairement besoin de faire porter, entre guillemets, le fruit de la redistribution sur tout le monde. Tout le monde doit y contribuer. Il n'est pas normal qu'il y ait des Français qui ne payent pas d'impôts. Alors, je viens plutôt, moi, d'une sensibilité qui n'est pas franchement d'extrême gauche. Mais je suis choqué dans ce pays, depuis 2017, l'arrivée d'Emmanuel Macron, toutes les mesures sont dans la perspective de la politique de l'offre. Très bien, moi je suis pas contre créer de la richesse et essayer par ce biais-là d'enrichir tout le monde. Sauf que là, on est dans une façon complètement hémiplégique d'envisager la politique, qui est de remettre la politique aux économistes. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne que on a supprimé l'ISF. Et au premier coup de bambou sur tous ceux qui on l'a pas supprimé, on l'a remplacé par l'IFI. J'ai pas fini. On a supprimé l'ISF. Non, c'est pas un remplacement. Non. On a supprimé l'ISF, c'est-à-dire que ceux qui font des allers-retours dans la journée sur les finances, et il y en a. Il y a même les plus brillants de nos étudiants aujourd'hui à Dauphine qui partent sur des marchés comme ça pour faire de l'argent dans la journée. Je parle pas des entrepreneurs. Hein. Et deuxième point, on a renforcé donc un impôt sur l'immobilier, c'est l'IFI, mais je crois qu'on a un spécialiste qui nous en reparlera, qui assassine purement et simplement tous les petits propriétaires, notamment parisiens. Vous savez pourquoi? Parce que oui, je sais pourquoi. Parce qu'il y a un encadrement. Non. Vous avez déjà vu délocaliser des immeubles en Espagne, au Portugal, ou au Panama? Mais pourquoi on les taxe? Voilà. Donc deuxième point. La variable d'ajustement, c'est de taper là où les gens possèdent, et ce qu'ils possèdent, ils peuvent pas le délocaliser. Voilà. Donc c'est double bonus. Donc il faut sortir de cette schizophrénie sur les histoires d'argent. Aujourd'hui, deux mesures sont à prendre. C'est pas l'un ou l'autre. C'est évidemment faire de réelles économies sur le train de l'État. Et ça va dans un sens libéral qui est absolument nécessaire. On est tous d'accord. Et en même temps, pour le coup, il faut évidemment que les très 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 riches, les 0,01% des Français, puissent enfin participer. Parce qu'en plus ça rapporte beaucoup, parce que c'est tout de suite des sommes absolument rocambolesques, puissent participer au redressement national. Dans cet esprit-là, à ce moment-là, on peut imaginer il est pas si mal. tous les Français. Il est pas si mal, Luc, je trouve ça très bien, sauf que je suis bien sûr pas d'accord. Il faut arrêter de taper sur les très très riches, parce que vous le savez, vous êtes économiste, donc vous savez que la part je ne suis pas économiste, c'est peut-être il est politologue. C'est peut-être ce qui me sauve. Alors, j'ai le sens du peuple. Alors, un peu d'économie, quand vous voyez ce qu'on collecte sur l'impôt sur le revenu, c'est très marginal par rapport au budget de l'État. Très marginal. Donc, il faut arrêter de taper sur les très très grosses fortunes, parce que même s'ils payaient l'impôt, à moins de les égorger littéralement, on résoudrait pas le problème du déficit du budget. Vous l'avez dit tout à l'heure, on a un État qui coûte beaucoup trop cher, et que la seule variable qu'on sait faire dans ce pays, c'est ça le vrai problème, c'est d'augmenter la fiscalité. Point, c'est tout. Faut faire les deux, c'est pas l'un ou l'autre. Quand vous êtes entrepreneur dans ce pays, je sais de quoi je parle, parce que ça fait 30 ans que je dirige des entreprises, le coût du travail, c'est une réalité. Quand on perd des dossiers en compétition, par exemple, à l'Europe, il y a un vrai sujet. Voilà. Je parle pas, encore une fois, des entreprises, je parle des très très riches. Vous n'êtes pas concernés. Non. Qu'est-ce que vous en savez? Il y a un seul rentier ici, c'est moi. Benoît Perrin, directeur contribuable associé, un état des lieux de tout ce qui vient d'être dit. En fait, la TVA sociale, elle vise à résoudre trois problèmes. Le premier problème de fond, c'est qu'aujourd'hui, vous avez seulement 28 millions de Français qui travaillent. Et qui doivent du coup en quelque sorte nourrir 69 millions de Français. Donc je veux dire, déjà il y a une espèce de déséquilibre très important entre les actifs et les inactifs. Oui, mais enfin il y a les enfants au milieu aussi. Et payer les retraites. Bien sûr. Et les personnes âgées qu'on travaille pas là. Non, mais c'est juste qu'on n'est pas assez nombreux à travailler. Voilà ce que je veux dire. Et on a un pays qui est vieillissant, donc ça pose un vrai problème. Deuxième problème, c'est que le système de protection sociale est largement financé par le travail. Et comme justement vous avez pas assez de gens qui travaillent, et ben du coup on se retrouve avec effectivement des caisses qui sont pas assez pleines. Troisième problème
et ça vous l'avez dit, c'est que le travail ne paie pas. Donc pour les gens qui travaillent, vous avez énormément de charges sociales. Un chiffre très simple, enfin 2 en l'occurrence. Le premier, c'est en 1970, quand vous coûtiez 100 € à votre patron, vous en touchiez 70 dans votre poche. Aujourd'hui, vous coûtez 100 € à votre patron, vous n'en touchez que 50. Donc je veux dire, on a, avec le temps, tellement alourdi le système de protection sociale qu'aujourd'hui on se retrouve avec effectivement des salariés qui ne gagnent pas assez à cause de charges très importantes. Mais pour moi, le sujet de la protection sociale, le sujet de la TVA sociale, je crois que c'est pas tout à fait le bon sujet. Pourquoi ? La TVA sociale, c'est en fait vous avez une facture et vous décidez aujourd'hui elle est payée par ceux qui travaillent et vous décidez de la faire payer par les consommateurs. Donc en fait vous transférez la facture à quelqu'un d'autre. Mais je crois comme dans n'importe quelle copropriété, c'est d'abord la première question à se poser, c'est d'abord est-ce que le montant de la facture est correct ? Autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas déjà moyen de baisser dans des proportions importantes ou pas, mais au moins d'examiner est-ce qu'il n'y a pas de gaspillage, est-ce qu'on ne peut pas optimiser le coût de la facture pour que la facture coûte collectivement moins cher. Aujourd'hui, on a l'impression qu'effectivement la TVA sociale, c'est la solution de facilité, mais encore une fois, c'est qu'un transfert de charge, c'est tout. Et ça me semble, c'est pour ça que je disais oui et non. Oui, parce que c'est pas normal que la sécurité sociale pèse autant sur les gens qui travaillent, et non, parce qu'encore une fois, je crois que le problème il est pas là. Le problème c'est le coût de notre système social qui est aujourd'hui extrêmement important. La Cour des comptes hier a rendu un rapport très intéressant sur la protection sociale, sur la sécurité sociale. Plus 45% en termes de déficit par rapport à l'année dernière. Donc je veux dire, on a des déficits qui s'accumulent. S'exonérer de la question du coût social en France, je crois que c'est à passer à côté d'un gros problème. Alors je rappelle qu'un de nos voisins, l'Allemagne, l'a mise en place en 2007 en passant la TVA de 16 à 19%. C'est-à-dire que 3% de ce que vous consommez ne va pas dans les caisses de l'État mais dans les caisses de la protection sociale. Oui, en France c'est 10%. La TVA sociale. En France la TVA finance à 10% la protection sociale. Je rappelle quand même qu'il y a 4 taux de TVA en France, c'est un bazar sans nom. Les amis, on a notre auditeur, on revient tout de suite. 0826 300 300, Xavier qui est avec nous, qui veut réagir. Oui. Bah en fait, déjà sur le premier point, c'est oui effectivement le prix du travail, parce que je parlerai davantage de prix du travail que de coût du travail. Le travail, c'est ce qui permet aux entreprises et aux entrepreneurs de créer de la richesse. Donc on peut parler de prix plutôt que de coût, mais ça c'est sémantique, mais ça a du sens. Après sur le fond, je vais vous dire quelque chose. On dit là, vous avez dit juste avant, oui avant il y a 20 ans, il y a 30 ans, sur 100 € dépensés par un patron, 70 € allaient dans la poche du salarié, 30 dans la poche du système de sécurité sociale. Bah oui, mais pourquoi maintenant c'est 50-50 ? Parce que simplement les gens vivent plus longtemps et que 80% du budget de la sécurité sociale, c'est pour payer les retraites. Donc c'est lié au changement démographique qu'il y a un changement de part que représente le coût des cotisations sociales. Après, sur le deuxième point, on peut pas augmenter la TVA en France. On peut pas augmenter la TVA en France. Je sais pas si vous êtes au courant, mais on est déjà à 20%. Donc si on passe à 23%, par exemple, les gens vont faire quoi ? Du travail au noir, ça va développer le travail au noir. Et d'ailleurs, un point de TVA, ça rapporte que 8 milliards d'euros. Donc c'est une goutte d'eau dans l'immensité du budget de la Sécu. Le budget de la 8 Sécu, milliards, c'est déjà de l'argent. Hein. Ça fait 2 porte-avions Charles de Gaulle. Hein. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. C'est déjà de l'argent, mais ça serait insuffisant. Je pense que pour terminer, je pense que là où on peut aller chercher, et d'ailleurs il y a plein de gens de droite, moi je suis plus sensibilisé de gauche, je pense que vous avez compris, mais il y a plein de gens de droite aussi qui l'ont soutenu. Et je suis heureux d'entendre des gens de droite qui ont du bon sens et qui soutiennent des propositions qui peuvent faire consensus. C'est de dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs, ça a été dit plus ou moins tout à l'heure, c'est de dire qu'aujourd'hui, en fait, le capital, les revenus du capital sont beaucoup moins taxés que les revenus du travail. Et c'est là qu'il y a une ressource importante à aller taxer pour financer notre modèle social. Parce que si vous voulez, on pourrait enlever l'assurance maladie, on pourrait enlever une part de la retraite. Ça ferait baisser les cotisations sociales, mais les gens, ils feraient quoi ? Ils seraient obligés quand même d'aller cotiser dans des assurances privées. Ouais. Donc en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Là, allez, bougez pas, Xavier. Sébastien Ménard. Oui, moi je pense qu'il faut quand même parler de... Là, on caresse, on caresse l'irresponsabilité des politiques finalement à réformer l'État, à faire en sorte qu'on en ait enfin pour notre argent. Moi, je suis d'accord avec ça et je l'ai toujours dit, et quels que soient, je dirais, les pouvoirs politiques qui se sont succédés. Mais il y a quand même un truc, il y a aussi l'irresponsabilité fiscale. Il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est
que de contribuer à l'effort collectif, à la puissance publique. Le fait d'avoir fait disparaître la taxe d'habitation, le fait vous avez 60%, même plus de 60% des Français qui ne savent même pas ce que c'est que leur rapport à l'impôt. Tout est gratuit. C'est-à-dire les soins c'est gratuit, l'éducation c'est gratuit, les routes c'est gratuit. Je suis désolé, on devrait, moi pour ça que cette TVA sociale, c'est que même si c'est mal fait, même si effectivement on va faire porter sur tout le monde l'effort, il faut que tout le monde participe à cet effort et que tout le monde comprenne qu'on a sa place dans le rétablissement des comptes publics. Tout à fait d'accord avec ça. Alors moi, première question, pourquoi on n'arrive pas en France à dégraisser le mammouth administratif? Alors ça c'est une vraie question qu'on se pose. Tout le monde dit qu'il faut le faire. Ça c'est simple. Je veux dire, oui mais on nous oppose en disant c'est tellement compliqué. Mais attends, les politiciens sont faits pour mettre les mains dans le cambouis et régler les problèmes. Sinon on ne comprend pas pourquoi ils sont là. On leur demande pas d'être à la finale de football samedi soir. On leur demande de régler les problèmes des Français. Surtout pas. Ça c'est un pic. Deuxième point, François Fillon avait annoncé moins 450 000 emplois. Il n'a pas pu, le malheureux, mettre en place sa politique. Mais même Emmanuel Macron avait annoncé des baisses drastiques. La TVA aujourd'hui, ça finance 21% des dépenses sociales dans ce pays. C'était 4% avant. Vous vous rendez compte? Donc c'est un impôt injuste, faut quand même le dire. C'est un impôt injuste, c'est-à-dire que le petit gars qui est au SMIC, il paye sa baguette de pain la même TVA que le gars qui va à l'inauguration de Donald Trump aux États-unis il y a quelques mois. C'est le même taux, mais celui qui va aux États-Unis, il paye beaucoup plus de TVA. Et enfin, il faut quand même le dire, faut être simple. Il n'y a plus de droite ou de gauche, il y a maintenant ceux qui se battent pour l'humain et ceux qui se battent pour le capital. Et je vais vous dire quelque chose. C'est très simple. On n'aura plus le temps. 70 milliards de dépenses sont sortis des caisses de l'État avec les réformes Macron depuis 2017. Il manque 70 milliards dans les caisses de l'État aujourd'hui. Faites le calcul. Alors, il faut arrêter de dire qu'il y a des Français feignants qui profitent de tout, où tout est gratuit, parce que ça, c'est un discours réactionnaire. Et franchement... Il y en a, Sylvain. Non. Attendez. Ce que je veux dire, c'est que moi, je suis un entrepreneur, donc je serai le premier à pouvoir le dire. Je dis qu'il y a beaucoup d'énergie dans ce pays, mais on a un vrai sujet de réforme de l'État et de la structure de l'État. Tous ceux qui s'y sont collés se sont cassés la gueule, et que dans l'histoire de France, encore une fois, je vais prendre les références. Quand la France a réformé, elle l'a fait dans le chaos qui a précédé la transformation. Je rappelle qu'il y a eu la 4e et la 5e République. Je rappelle qu'il y a eu la 1re et la 2e République, et que tout ça s'est fait dans le chaos. Malheureusement, on a un vrai sujet de budget. Moi, ce que je trouve extraordinaire. Bon, deux choses rapides. Ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on nous donne des leçons de gestion. La première, c'est pourquoi on a du mal à baisser la dépense publique dans ce pays. C'est très simple. Bien sûr. C'est que 1 euro de dépense publique, c'est 1 euro qui va dans la poche d'un Français ou d'une entreprise française. Donc, dès lors que vous baissez la dépense publique, par définition, il faut affronter les yeux dans les yeux la personne à qui vous retirez cet euro de dépense publique. Et donc, c'est pour ça que c'est difficile, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas le faire. Évidemment. Vous voyez, les taxis, les taxis en ce moment, c'est le bon exemple. Vous voyez qu'on essaie de faire un peu d'économie. Et on s'aperçoit qu'il y a un nombre certain de taxis dont le chiffre d'affaires dépend à 100% de l'argent public, c'est-à-dire de la sécurité sociale. Donc si vous cherchez à baisser cette dépense publique, vous allez faire des mécontents. Et je crois qu'on arrive à une période où vous allez avoir des affrontements, malheureusement, de plus en plus importants entre le pouvoir politique et des corporations qui vont effectivement devoir faire des efforts. Et vous allez avoir un jour les taxis, un jour telle ou telle profession. Et on est vraiment dans une situation qui est explosive. Et deuxième point, et très rapidement, si nous ne nous réformons pas aujourd'hui, c'est malheureusement les marchés qui vont nous obliger à le faire, et ça va être beaucoup plus violent. Ça va être beaucoup plus violent. Rappelez-vous, le FMI, et on parle tout le temps du FMI en disant ouais mais la France, le FMI, on en est loin. Le FMI, il est venu en France en 1958. De Gaulle était hystérique quand il a vu le FMI, et qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben il a réformé la France, et pour le coup on a retrouvé des marges de manœuvre budgétaire. Merci Antoine Pinet. Exactement. Merci beaucoup. Xavier, vous restez avec nous. On va garder Benoît Perrin pour le qui c'est qui l'a dit. Parce que qui fait le malin tombe dans le ravin. Vous connaissez l'adage. Et on fait une petite pause et on revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix autour de cette table, il y a du beau monde aujourd'hui. Sylvain Lévy-Valency est avec nous, Sébastien Ménard, Luc Gras, et nous avons gardé, bien entendu, Benoît Perrin. Vous avez gagné souvent, Benoît? Je n'ai absolument jamais gagné. Eh ben ça nous arrange. Et deux, je me demande même si j'ai déjà marqué un point. Voilà. Si quand même. Non, ne vous dévalorisez pas autant. Bien sûr. Et cette personne nous donne des avis sur les comptes, sur les chiffres. Et troisièmement, je me suis toujours identifié comme le seul non tricheur
tricheur de la bande, donc ce qui fait qu'effectivement... Vous pensez à qui, là? Vous pensez à qui, monsieur? Et en plus, il est invité, et en plus, il balance sur les autres. Non, mais il parle vrai, il a raison. Il y a un truand qu'on connaît, il n'est pas là aujourd'hui, il sera là demain, il était là hier, mais il y a un truand. Heureusement, Xavier est avec nous, Xavier. Oui, je suis là, Cécile. Voilà, vous êtes l'église au milieu de ce village de fous. Et c'est à vous de lancer le jingle, bien entendu. C'est parti. Dans un jeu, il y a des perdants, les autres sont des chanceux. Le quiz de l'actu. Xavier, écoutez bien, je rappelle pour les tricheurs que la règle est de d'abord laisser parler l'auditeur. S'il n'a pas la bonne réponse, vous pouvez y aller. Qui c'est qui l'a dit? Aymeric Caron a déposé une proposition de loi pour interdire l'euthanasie chez les chiens et les chats, alors qu'on va légaliser chez les hommes et les femmes. Xavier. Passe. C'est un médecin. C'est un médecin et député. C'est Philippe Dumas. Bonne réponse. Et non, il a dit plus vite. Ah, historique. Alors là, historique. Alors là, Non, mais est-ce qu'il faut lever la main ou est-ce qu'on parle comme ça? Non, mais chacun fait ce On qu'il lève veut. la main. Parce que moi j'étais très bien élevé, j'attendais qu'on me donne la parole. À l'issue de Je ne reviens pas, là. Excusez-moi. Moi non plus, je suis assez sauvage, hein. Je peux parler ou pas? À l'issue de la réponse de Xavier, il dit non, je ne sais pas, et à ce moment-là, Et vous là, faites comme vous Il voulez. dit je ne sais pas, on y va. Ah bah voilà. C'est ça. Qui c'est qui l'a dit, Xavier? Nous sommes passés de 35 à 80 milliards d'exonération de cotisations sociales. Ce qui vient financer notre modèle social est asséché par des décisions du gouvernement. Xavier. Je vous aide, il est en campagne. Non. Il est en campagne. Boris Vallaud. Bonne réponse. Marie Gallo, bravo. Oui, Très bien. bonne réponse de Sébastien Ménard. Levez pas le doigt, hein, répondez direct. D'accord. Qui c'est qui l'a dit? Ce n'est pas les uns qui gagnent contre les autres. Il va falloir faire des efforts. Alors, ce n'est pas un leader politique, c'est une leader syndicale. On vous aide. Là. Oh, bah dis donc. Sophie Binet. Non. Non, bah c'est l'autre. Oh merde. CFDT, mais je sais plus. La CFDT. Oui, bah comment elle s'appelle? On veut le nom. Léon. Bon, voilà, il l'a dit avant. Marie-Lise Léon. Marie-Lise Léon. Eh bien, écoutez, il a mis 3 points, lui. Ouais, grave. C'est le prénom ou le nom qui compte? Qui c'est qui l'a dit, Xavier? Je suis la voix d'une gauche qui défend l'agriculture, les agriculteurs. Je ne suis pas là pour surnormer. Il faut entendre leur colère. Nous avons besoin d'eux pour nous nourrir. Xavier. François Ruffin. Non. Fabien Roussel. Bonne réponse. Fabien. C'est très Fabien Roussel, ça. Ah, oui. Il a un ancrage dans la vie des Français. Exceptionnel. Oui. Ce que les auditeurs ne voient pas, c'est que Luc Gras, il a 3 pages de notes. Je ne sais pas ce qu'il a foutu. Non, c'est pour son tour de table. C'est incroyable. C'est de la philosophie. C'est de la... Mon Dieu. Ce que j'entends de Sébastien Ménard, c'est la théorie du complot, là. Exactement. Je suis en train de faire là. Mais on entend Sébastien Ménard, il n'a même pas un stylo. un nombre d'imbécilités. Bon, moi, je vous le dirai demain. Non, d'imbécilité, voilà, c'est ça. Qui c'est qui l'a dit sur la TVA sociale? Une mesure injuste et ridicule. Manuel Bompard. Non, c'est pas Xavier. Ah non, c'était à Xavier. C'est annulé. Il n'a pas eu le temps de répondre. Non, c'est pour Xavier. C'est pour Xavier. Bravo, Xavier. C'est terminé. C'est ça. Qui c'est qui l'a dit, Xavier? Il le sait pourtant. Il faut pas Chacun tricher. existe dans le gouvernement avec sa sensibilité, mais il y a un chef et une équipe. Facile. Attendez, Xavier. C'est la porte-parole, non? Non. François Bayrou. Là, il l'aide. Non, 3 points. On l'a dit en même temps. Et moi, on l'a dit en même temps. Non, Contribue. On l'a dit tous les 3 Attendez, excusez-moi. Nous avons un juge de paix qui s'appelle Marie. Marie, qui est notre réalisatrice, c'est qui? Non, elle veut pas se mouiller. C'est l'auditeur, me dit-elle. C'est Xavier. Vous avez répondu ça, Xavier? Oui, j'ai répondu ça. Non, il n'a rien dit du tout. Je crois que Sébastien Ménard avait une Visiblement, Xavier n'est pas d'une gauche partageuse. C'est à vous, Cécile. Qui c'est qui l'a dit? Bruno Retailleau, les LR, etc. Je ne les entends pas parler de la réinsertion par le travail ou d'accueil de l'immigration par le travail. C'est ça notre cohérence. Xavier. Mais non. L'embauchage, Xavier. Adal. Bonne réponse. Mais pourquoi vous criez comme ça, Sébastien? Parce que je veux gagner. Mais c'est pas parce que vous criez que la réponse sera bonne, hein. C'est pas au décibel. Hein. Ne donnez pas les résultats. C'est vraiment la droite libérale dans toute sa excusez-moi, est-ce que splendeur. vous avez un alerte enlèvement de Sylvain Lévy-Valency ou pas? Je sais pas, il a J'en disparu. étais sûr. Non, mais tu vois, il a disparu. Merci. Merci. Ça fait plaisir d'avoir des amis ici. Hein. Voilà. Qui c'est qui Des amis comme nous, on n'a pas besoin d'avoir d'ennemis, hein, je vous le dis tout de suite. Exactement. Qui c'est qui l'a dit, Xavier, sur une primaire à gauche? Je ne veux pas que ce soit un rapport de force ou un conclave, mais que ce soit un débat démocratique qui intéresse aussi sur les sujets de gauche.
François Ruffin. Non, Rousseau. Bonne réponse. Sandrine Rousseau. Oh là là. Bien joué. Ouais. Il passe sa vie à écouter les... Exactement, c'est son métier, il est écouteur. Vous savez qu'il y avait un métier de goûteur, ça j'aurais aimé le faire, mais écouteur. C'est ça. Qui c'est qui l'a dit? Le macronisme existe. La preuve, on discute de la postérité. Rares sont ceux qui peuvent en dire autant. Xavier. Mais Attal, mais c'est pas lui. Elisabeth Borne. Non, c'est une femme. C'est la porte-parole du gouvernement, non? Non, femme au gouvernement. Dati. Bonne réponse, Rachida Dati. Là, on a la totale. Là, la messe est dite. Oui. Vous voulez les résultats? Non, on veut pas. Non. Soyez pas désagréable. C'est qui C'est Sébastien, parce que si on ne donne pas le résultat, il va pas être content. C'est Sébastien Ménard qui a gagné avec la bagatelle de 15 points devant Luc Gras, 6 points. Mais honnête, Xavier et Benoît, 3 points. Bon, Sylvain Lévy-Valency, il a fait du social, il a laissé les autres gagner. Voilà, bravo. Merci. Xavier, un petit mot pour le gagnant, peut-être? Bravo Sébastien Ménard, mais il va falloir vous mettre au travail et arrêter de rester sur Twitter. Je n'y suis pas. J'adore. Bien envoyé. Xavier, allez, merci. On vous remercie sincèrement, en tout cas, de participer à cette émission. Vous revenez comme vous voulez. Vous êtes le bienvenu. Vous avez votre chaise autour de la table dans un instant. Merci beaucoup, Benoît Perrin. Merci. Merci pour beaucoup. Mais peut-être que Benoît Perrin va rester avec nous jusqu'à la fin. Vous voulez rester? J'aurais beaucoup aimé. C'est désiré. J'en ai marre de prendre des pelles. Non, c'est un râteau, c'est pas une pelle. Une pelle, c'est pas la même chose. Non, mais c'est typiquement masculin. Non, on leur fait une proposition agréable. Alors que la J'aurais bien France aimé, voilà. s'arrache le bout des seins pour m'avoir. Non, allez, on plaisante. Merci beaucoup, Benoît Perrin, d'avoir accepté en tout cas cette invitation. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Le journal, plus sérieusement, la météo avec Rémi André et Philippe David. Je pensais qu'en voyant Ben Johnson dopé, battant le record du monde du 100 mètres au JO de Séoul, j'avais vu un record. Non, j'ai vu mieux. 3 fake news dans le même laps de temps. Et oui. Je crois qu'ils viennent perdre le sens du commun. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix tous les jours de 17h à 19h. J'espère que chez vous c'est un rituel parce que nous c'est une vraie joie avec Philippe David. Ça va Philippe David? Ça va, oui, on est shooté aux vraies voix, vous trouvez pas? Oui, bah écoutez, ça tombe bien, ça nous arrange, j'ai envie de dire. Et autour de cette table, Sylvain Lévy-Valency qui est avec nous, journaliste, directeur de la rédaction Radio Imo et aussi sur Sud Radio tous les samedis matins à 9h15. Parlons Imo avec Luc Gras, politologue et auteur de ce livre La démocratie en péril. Juste un petit mot sur ce livre, Luc Gras, qui est important. Après 30 ans dans le milieu politique, je me suis aperçu qu'il y avait une fracture entre les élites, les acteurs politiques et la population. La population ne croit plus dans ses élus. Et donc j'ai essayé, à travers une investigation dans le milieu, d'essayer de comprendre ce qui ne fonctionnait pas. Et en réalité, j'ai identifié un concept qui est celui de logique politique autonome qui fait que, et je parle sous le contraire de mon voisin, sous le contrôle de mon voisin, en fait, il y a une sorte, quand vous rentrez en politique, vous êtes happé par un milieu politique qui vous prend beaucoup d'énergie et vous avez peut-être tendance à perdre un peu de votre âme dans ce parcours initiatique très difficile. Et c'est pourquoi l'homme politique tout concentré sur son combat politique n'a plus d'énergie, n'a plus de temps de s'occuper de répondre aux attentes des citoyens. La fracture des élus et des citoyens. Et je dis que c'est dangereux car ça peut mettre la démocratie en péril parce que ça nourrit les extrêmes. Ça fait plaisir aux puissances étrangères qui regardent notre démocratie qu'elles qualifient alors de en décadence. Et c'est pourquoi si nous ne revenons pas à une identification sur le modèle grec du service du bien commun par les électeurs qui choisiront de bons leaders et par les leaders qui se mettront au service pendant quelques années de leurs concitoyens, eh bien nous serons dans une démocratie en péril. Merci beaucoup. Avec Sébastien Ménard, bien sûr, entrepreneur dans la foodtech et patron de Presse Libre. Allez, vous laissez des messages sur notre répondeur 0826 300 300. On les écoute.
Oui, Loïc, à côté de Toulouse, il y a peut-être une gabegie de l'argent public, notamment dans le transport sanitaire, mais il va falloir se poser la question, qui prescrit? Ce sont les médecins. Qui met les médecins en responsabilité? Personne. Les taxis ne sont pas responsables de la désorganisation ou de la mauvaise organisation des services hospitaliers. Donc il y a un moment, si la CNAM veut effectivement faire des recherches et faire des économies, il serait peut-être bon de regarder, 1, les prescriptions des médecins, et puis 2, ce qui se passe aussi dans les pharmacies, notamment dans les secteurs populaires. Notamment, ma compagne y travaille, quand ils sont obligés de facturer 6 mois de médicaments parce que les gens veulent les récupérer pour les envoyer hors de France. Là non plus, il n'y a pas de contrôle. Voilà, bonne journée. Merci Loïc de Toulouse. C'était une réaction au tour de table de Jean Dorido hier sur les 3 milliards que coûtaient les taxis en transport sanitaire. Alors malheureusement, je vais dire à notre auditeur que le point qu'il adresse est faux, est factuellement faux, puisque les médecins sont de plus en plus contrôlés. Aujourd'hui, ils prescrivent parfois moins de médicaments qu'il n'en faudrait pour aller au bout du traitement, que les arrêts de travail, c'est pareil, c'est tout ce qui est de convenance, etc. En tout cas, on a souvent tendance à un petit peu en rajouter, mais la réalité, c'est que tout aujourd'hui est quand même contrôlé. Voilà, les médecins sont contrôlés, la dépense publique en matière de santé est contrôlée. Voilà, donc je peux pas laisser dire ça sur ça. Mais il parlait par exemple le transport sanitaire coûtait très cher. Mais en fait, quand un médecin prescrit ça, il s'engage. Allez, vous restez avec nous dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Philippe. 3 fake news en un temps record. Alors je remets le clocher au milieu du village. Et ben voilà, comme ça au moins elle séche. Vraiment au milieu ou un peu à droite ou un peu à gauche? En plein milieu. En plein milieu. Ok, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Autour de cette table, Luc Grasse avec nous, politologue, auteur de La démocratie en péril, livre qu'on vous incite bien entendu à acheter. Sébastien Ménard, entrepreneur dans la foodtech et patron de Presse Libre. Et Sylvain Lévy-Valency qui est avec nous, que vous pouvez retrouver tous les samedis matins à 9h15 dans Parlons Immo. En attendant, le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se situe dans le 6e arrondissement de Paris. Pourquoi le 6e arrondissement? Parce que c'est là que se trouvent les studios de LCP, la chaîne parlementaire, et qu'on a pu y entendre hier soir 3 fake news en un temps record. On écoute ceci. Le cancer du pancréas, aujourd'hui, double tous les 6 ans en France. Le cancer du pancréas, vous savez quel est le taux de survie du cancer du pancréas? 10% au bout de 5 ans. Et là, on autorise des produits qui génèrent qui sont une des causes des cancers du pancréas. Vous avez reconnu la députée écologiste Sandrine Rousseau qui s'exprimait hier soir sur la loi visant à réautoriser les néonicotinoïdes. Et commençons par la première fake news. Le nombre de cancers du pancréas doublerait tous les 6 ans en France selon la députée. Patatras, les chiffres réels n'ont rien à voir avec ceux de Sandrine Rousseau. Selon le site du Centre contre le cancer Léon Bérard de Lyon, la hausse moyenne du nombre de cancers du pancréas en France entre 2010 et 2023 est de 1,6% par an chez les hommes et 2,1% chez les femmes. Ainsi, en faisant une règle de D72, formule mathématique qui permet d'estimer le temps de doublement d'une grandeur à taux de croissance constant, vous voyez, c'est scientifique, on constate qu'il faut 45 ans chez les hommes et 34 chez les femmes pour que le nombre de malades double. On est loin du doublement tous les 6 ans. Ensuite, l'accusation des néonicotinoïdes dans la hausse du nombre de cancers du pancréas est démontée sur son compte Twitter par le docteur Jérôme Barrière, oncologue et membre du conseil scientifique de la Société française du cancer, une personne théoriquement plus au courant des études sur le cancer que Sandrine Rousseau. Je lis son tweet. Effectivement, je n'ai trouvé aucun lien entre cette molécule et cancer du pancréas, en dehors d'une étude préclinique qui n'apporte rien de concret. Fin de citation. Une accusation démontée par un article rédigé par ses soins sur le site Les Électrons Libres, site qui nous apprend qu'une étude réalisée aux USA, en France, en Australie, au Danemark, en Corée du Sud et en Norvège démontre que les agriculteurs hommes ont 28% de cancer du pancréas en moins que le reste de la population et 16% de moins chez les femmes. Enfin, dernière approximation, mais vénielle, le taux de survie à 5 ans pour les cancers du pancréas n'est pas de 10%, mais de 11%. En lisant les données réelles, on pense à Churchill qui disait « Je ne crois aux statistiques que lorsque je les ai moi-même falsifiées. » Sandrine Rousseau étant professeure d'économie, j'adorerais assister à un de ses cours, rien que pour écouter ces chiffres. Sylvain Lévy-Valency. Écoutez, je vais dire, le pire n'est jamais décevant.
Et donc c'est fascinant la politique, puisque effectivement quand on a le pire du pire, etc. Et je conseille vraiment à tout le monde. D'ailleurs, la sécurité sociale ferait bien de rembourser le livre de Lugrin, La démocratie en péril, parce que on y trouve beaucoup d'enseignements. De bon sens. Voilà, du bon sens. Voilà. Malheureusement, le problème, c'est que les politiques s'élèvent par la voie des urnes et pas par la voie de la compétence. Alors en même temps, voilà, quand je dis ça, c'est un peu limite sur le plan démocratique, mais si il y avait un peu plus de nuances et de compétences, on n'en serait certainement pas là. C'est juste pitoyable. Vous avez entendu, le son était court, 3 fake news, quoi. Allez. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est une illustration typique d'une personne qui est complètement hors sol par rapport à la réalité. Oui. Et moi, je trouve, puisqu'on parlait de ce sujet-là, simplement mettre l'accent sur le fait que hier, il se passait quelque chose d'absolument aberrant à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que la gauche a tellement déposé d'amendements, plus de 3500 amendements, que ça ne pouvait pas permettre le débat, et donc ces sujets-là qui sont intéressants pour l'avenir de notre société, eh bien ils n'ont pas pu être abordés, et du coup on n'avait jamais vu ça. Une motion de rejet a été présentée contre son propre texte par le rapporteur. Non, mais ce qui est pire, c'est de le dire avec un aplomb et parler entre gens raisonnables. Et donc c'est dommage pour la démocratie aussi. Ce qui est intéressant avec Sandrine Rousseau, c'est qu'en fait sur le papier, je dis bien sur le papier, au CV, elle est censée être extrêmement compétente. Et c'est ça le truc incroyable. Et là où je suis un peu d'accord avec vous, Monsieur Lugras, c'est que finalement le biais partisan, le parti pris politique vient totalement détruire quelque part le bon sens de l'action publique. Sandrine Rousseau, c'est pas n'importe qui. Sandrine Rousseau, elle n'a pas gagné son mandat de parlementaire dans une pochette surprise. On a des dizaines de milliers d'électeurs qui ont voté pour elle et qui l'ont plébiscité. Voilà. Donc c'est ça qui est un petit peu dingue. Et j'ai le sentiment que plus elle raconte de conneries, et plus, quelque part, son audience augmente. Voilà, c'est complètement dingue. Dans une niche. Allez les amis, merci beaucoup Philippe David. Tout de suite l'info en plus avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et l'État veut faire des économies sur le financement de l'apprentissage. Ce sera dès le 1er juillet. Oui, tout part d'un constat de réussite. Paradoxalement, l'apprentissage s'est plutôt développé ces dernières années avec des incitations financières de l'État. Sauf que, du coup, ça coûte cher. Et le quoi qu'il en coûte, c'est plus très 2025. C'est ce que s'est dit visiblement le gouvernement, apparemment. D'où ce coup de rabot au 1er juillet qui va se traduire notamment par un reste à charge de 750 € que les entreprises devront payer au centre de formation, que les employeurs devront verser au centre de formation. Et justement, nous sommes en ligne avec la PDG d'ENACO, une école de commerce à distance. Bonsoir Hélène Lejeune. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans les vraies voix sur Sud Radio. Ça vous inquiète ça, cette date butoir du 1er juillet, d'autant que le coup de rabot sera encore plus accentué pour vous, pour les formations à distance comme la vôtre? Exactement. Alors c'est une mesure qu'on a du mal à comprendre puisque cette mesure vise à diminuer de 20% le taux de prise en charge de la formation à distance pour les CFA, pour nos CFA en distanciel, et c'est 20%, c'est absolument énorme pour nos établissements et insupportable pour nos apprentis. Oui, avec des conséquences concrètes pour vos établissements? Oui, bien sûr, puisqu'à partir du moment où on décide de réduire nos ressources de 20%, vous imaginez bien quels impacts ça peut avoir pour nos établissements. Chez ENACO, nous avons formé plus de 45 000 étudiants depuis 2006, puisque ENACO est la première école de commerce à distance en France aujourd'hui. Actuellement, nous suivons environ 1500 apprentis dans les secteurs du commerce, du marketing, des RH, de la finance, bref, des secteurs qui recrutent, avec des jeunes qui ont vraiment besoin de suivre ces formations en distanciel. C'est un choix de leur part et bien souvent ce sont des jeunes qui peuvent être aussi en situation de précarité, d'où l'inquiétude concernant cette mesure. C'est un peu quoi le revers de la médaille face au succès de l'apprentissage, de se dire on a incité financièrement, mais maintenant que c'est parti, que ça a progressé, eh bien on peut pas continuer. Qu'est-ce que vous dit l'État? Alors aujourd'hui, l'apprentissage, c'est un peu plus de 800 000 apprentis en France, mais l'apprentissage en distanciel, c'est beaucoup moins. C'est-à-dire que les établissements, les CFA en distanciel ont vu croître cette activité depuis quelques années, puisque c'est la modification de la réglementation qui nous a permis de pouvoir diffuser ces nouveaux dispositifs. Ce sont des dispositifs qui sont prisés effectivement des étudiants parce que ça apporte beaucoup de flexibilité
Pour eux, ça leur permet effectivement de pouvoir travailler où ils veulent, quand ils veulent. Il y a une flexibilité dans l'emploi du temps pour le jeune et pour l'entreprise. La formation en distanciel, aujourd'hui, c'est vraiment un moyen moderne pour les jeunes de se former et qui leur permet d'être plus facilement employables. Sylvain Lévy-Valency. Oui, c'est un vrai sujet. L'alternance, parce que le contrat d'apprentissage, en fait, c'est le principe de l'alternance. L'alternance, c'est la troisième voie de l'éducation. Elle permet à des personnes qui n'ont pas les moyens de payer une école de commerce entre 10 et 20 000 euros chaque année, de pouvoir accéder à l'emploi et à une expérience. Sauf que, bien évidemment, les subventions publiques, il faut rappeler qu'on est le seul pays qui subventionne autant l'apprentissage et la formation, a créé des effets d'aubaine par des entreprises qui se sont ruées sur ce modèle économique. Je connais bien le sujet puisque j'ai été l'un des rédacteurs, notamment à l'origine du contrat de qualification, qui était les premiers prémices de l'alternance. Et malheureusement, comme tout effet d'aubaine, c'est comme MaPrimeRénov' ou d'autres, il y a des entreprises assez peu scrupuleuses qui ont plutôt misé sur le EBITDA plutôt que sur l'éducation des élèves. Et donc, c'est un vrai sujet. Moi, j'ai dirigé de grandes écoles à Paris, des structures privées. Il y a une chose que je n'ai jamais fait, c'est d'avoir des fonds d'investissement, par exemple, ou d'avoir des acteurs privés qui ne me demandaient qu'un ROI, c'est-à-dire un retour sur l'investissement, sur l'éducation. Je pense qu'on a une responsabilité. Quand 20% aujourd'hui vous êtes amputé, c'est 20% de votre résultat. Je pense qu'il y a peut-être un médium à trouver dans le fait que voilà, ces jeunes aujourd'hui quelque part ont malheureusement plus la possibilité d'aller dans la filière générale. Vous savez ce que c'est que la filière générale? C'est les universités, les écoles dans lesquelles, avec un dossier, on peut y entrer sans forcément se délester de sommes importantes. Voilà, je pense qu'il y a une nuance à apporter et que je crois que l'alternance n'est pas encore condamnée. Allez, vite. Et en même temps, quand on est patron et quand on reçoit des alternants, ça coûte du temps, beaucoup d'énergie, et il faut savoir s'organiser. Donc le fait que l'État aide les entreprises pour pouvoir accueillir des alternants et donc des apprenants, c'est pas mal aussi. Je suis d'accord. Merci beaucoup Hélène Lejeune, PDG d'Enaco, une école de commerce à distance. Merci beaucoup Félix Mathieu, vous restez avec nous. Dans un instant, le tour de table de l'actu de Nos Vraies Voix. On va parler de quoi avec vous? Justement, on va parler de la pauvreté des étudiants. C'est une catastrophe annoncée sur le logement. Luc Gras. On va parler de comment apaiser notre démocratie. Ah, très bien. Avec vous, Sébastien Ménard. Quand Arnaud Klarsfeld, l'un des soutiens de la première heure d'Emmanuel Macron, pète les plombs contre Macron. Allez, on en parle dans un instant. Merci beaucoup Félix Mathieu. Et vous voulez réagir, bien entendu, vous êtes les bienvenus. 0826 300 300. On sera très heureux de vous accueillir à l'antenne. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. C'est Valérie Expert. On se retrouve demain dans le 10h midi de Sud Radio. On parlera médias avec Gilles Gansman et nos invités. Et ensuite, nous débattrons pour tenter de nous mettre d'accord. À demain, 10h sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue, Philippe David. Oh, bien sûr, avec le retour des vraies voix. Et ce soir, Sylvain Lévy-Valency, Luc Gras et Sébastien Ménard. Valency. J'ai dit Valency? Non, oui, Valency, voilà. C'est Valency. Monsieur Valency. On dit pas Valency, moi je dis on dit pas Valency, on dit Lévy-Valency. Lévy-Valency. Est-ce qu'on dit Philippe David? It's very American. Est-ce qu'on dit Cécile de My Neighbors? Oui, de My Neighbors, c'est classe. On dit pas My Neighbors, Erin de My Neighbors. Erin de My Neighbors. Marc, c'est pas mal, hein? Erin, Cécile, Erin de My Neighbors. On va finir à Hollywood, je vous le dis. Oui, sur le trottoir surtout, oui. Je vais pas faire beaucoup d'argent. On va passer du Hall of Fame au Hall of Shame. Voilà. Exactement. Allez, bienvenue tout de suite le tour de table de l'actu des vraies voix. Viens à table avec nous. Ça fait pas vrai con comme t'es, demande ton avis. Quand on veut conjurer le diable, on l'invite à sa table. Moi, je veux du féroce actualité. C'est descente cette table avec vous. Pardon? Ah non, c'est intelligent. Bon, à mon tour maintenant. Le tour de table. De l'actualité. Sylvain Lévy-Valency, chronique ordinaire d'une catastrophe nationale 2024. 17% des étudiants ont donc renoncé à leurs études faute de logement. Oui, et 2025, c'est pire. On estime, pour l'instant, les estimations seraient entre 20 et 22%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. C'est juste énorme. C'est-à-dire qu'on a des jeunes. Aujourd'hui, c'est marrant parce qu'on parlait de l'alternance, justement, qui est une formidable mesure d'égalité sociale, face à la connaissance et à l'instruction. C'est d'avoir des jeunes qui arrivent comme ça, à Lyon, à Nantes, à Rennes, qui vont pas trouver de logement, qui ont des parents désespérés, mais des parents qui n'ont pas les moyens non plus de se porter caution, de payer un bras, des loyers pas croyables. Je vais vous donner un exemple. À Rennes, par exemple, j'ai trouvé des petits studios pour des
les étudiants, les parents ont consenti à payer jusqu'à 37 € du mètre carré. Je pense que vous vous rendez compte. 37 €, c'est ce qu'on payait à l'époque à Avenue Montaigne pour des petites surfaces. Donc, il y a un vrai sujet, aujourd'hui d'exploitation de cette misère. 17%, ils seront 22%. La faute à Macron, bien évidemment, puisque construction de logements neufs ras les pâquerettes, résidences gérées étudiantes parfois prohibitives et gentrifiées. Gentrifiées, ça veut dire qu'elles sont réservées à une élite, parce que pour aller dans une résidence gérée, quand on est étudiant, on peut avoir les moyens de pouvoir cautionner, de payer. Bien évidemment, je vous parle pas du co-living qui coûte aussi un bras. Vous avez 3% des élèves sur les estimations qu'on avait faites, puisqu'on a beaucoup travaillé sur le sujet, qui dorment dans leur voiture. Ils dorment dans la voiture, ils vont au bain public, ils mangent un jour sur deux au Crous. T'en as certains, par exemple, qui stockent des boîtes de conserve, ce qui fait qu'on a trouvé des pathologies qui sont liées au manque de produits frais. Par exemple, on a eu des cas de scorbut, par exemple. Des cas de scorbut. Vous savez, scorbut, c'est quand on mange pas assez de produits frais et de légumes. C'est des déserts médicaux, puisqu'on rogne effectivement sur les soins médicaux. On a des élèves qui sont à la dérive, qui sont dans un état de stress incroyable, et après on fustige cette jeunesse. C'est juste pitoyable, et il y a un coupable. Il sera comptable à la fois des deniers de l'État, mais aussi de ce naufrage auprès de ces jeunes. Il s'appelle Emmanuel Macron, il est président de la République. Comme quoi, 2 braquages sur l'Élysée sans mort, ça peut marcher. Ouais. Sébastien Ménard n'a pas dû apprécier. Malheureux. Je ne suis pas pour le Macron bashing, et pas uniquement parce que le président de la République reste, plus que moi, hein. Non, mais restera. Il était mon ami avant, il est mon ami pendant, il restera mon ami après, même si on n'est pas d'accord sur tout, et on est de moins en moins d'accord. Et notamment sur l'immobilier, parce que là où effectivement l'une des conséquences, pas nécessairement très visible au demeurant, de cette politique qui n'a pas été en faveur de l'immobilier, il aime pas la pierre. Voilà, faut être extrêmement clair. Il n'aime pas les propriétaires. Il aime pas il aime pas la pierre. Voilà, il aime pas cette espèce d'immobilisme, cette rente figée, etc. Donc évidemment, c'est pas une rente, hein, mais bon. Non, mais dans sa tête, ça l'est. Voilà. Oui. Donc après, laissez-lui. C'est pire. Mais c'est pire. Laissez-moi développer quand même. Voilà. Mais que. Calmez-vous, Tornado. Calmez-vous. La responsabilité, elle est effectivement politique. Voilà, elle est politique. Il y a une problématique. On a vu de moins en moins de grues, de moins en moins d'activités, et j'ai envie de dire une complexité croissante pour pouvoir libérer du foncier, pour pouvoir faire travailler les promoteurs, etc. Détruits. Après, faut aussi, parce que j'ai aussi quelques amis promoteurs, ça les intéresse pas beaucoup de faire des cités universitaires. Hein. La plupart du temps, ils veulent faire des logements intermédiaires, des logements haut de gamme, etc. Le peu de constructions qui sortent de terre, mon cher monsieur, aujourd'hui, ne sont pas en faveur du logement social et ne sont pas en faveur des logements universitaires. Il n'en demeure pas moins que la détresse sociale telle que vous la décrivez est bien réelle. Moi, je dirais simplement que dans la petite collectivité dans laquelle j'ai le plaisir d'exercer un mandat d'élu local, mon cher Luc Gras, Biarritz, on a créé des logements pour les étudiants. Dans une station balnéaire, les gens se disent mais qu'est-ce que vous venez... Bah oui, parce qu'on a aussi des jeunes qui viennent étudier à Bayonne. Et voilà, mais c'est à chacun de faire un effort. On n'aura pas le temps pour tout le monde. Très vite, en 2 mots, dans ce secteur-là, il n'y a que des perdants. Les locataires, parce qu'ils ne peuvent pas se loger. À Paris, aujourd'hui, des jeunes qui viennent pour faire leurs études, il y a parfois 100 demandes pour un logement, donc 99 qu'on ne trouve pas. Donc ça va parfaitement dans le sens de ce que vous disiez. Et donc, aller dire, comme le fait Emmanuel Macron, que ça ne participe pas au cycle économique, c'est une aberration. Bien sûr que les étudiants qui viennent se loger à Paris pour devenir demain des cadres, etc., ils participent au cycle économique. Donc bien sûr que la pierre participe beaucoup plus au développement économique que la finance. Et deuxième point, il aime pas la propriété en général. C'est-à-dire qu'on est aussi dans une évolution sociétale où de plus en plus il faut prendre la voiture en leasing, louer un appartement, etc. Et les vrais gagnants aujourd'hui, 30 ans après les dernières années, sont ceux qui ont compris que la pierre serait la variable d'ajustement. Sébastien Ménard, votre tour de table, c'est sur Arnaud Klarsfeld. Bah justement, moi, comme mon voisin d'en face. Je m'étonne que de nombreuses personnalités connues, moins connues, célèbres ou anonymes, quelque part se ravisent. Voilà, ils ont eu le macronisme facile en 2017, c'est-à-dire que tout le monde encourageait Emmanuel Macron, tout le monde a appelé à voter pour lui. On était extrêmement sollicités. Je vous rappelle Cécile de Minibus qu'à l'époque, quand j'ai fait partie de celles et ceux qui ont permis de créer En Marche, on avait, je publiais la moindre
moindre bêtise sur les réseaux sociaux, j'avais 500 likes, j'avais 20 invitations à dîner chaque soir, etc. Évidemment, c'est plus tout à fait le même succès, c'est évidemment pas la même audience, et on voit des tas de gens se détourner. Alors, parfois, à juste titre, il y a des gens qui sont déçus, il y a probablement des politiques publiques qui n'ont pas été au bout, il y a des renoncements, il y a probablement aussi des trahisons qui sont pour moi, en tout cas quand on fait de la politique, des adaptations. Mais là, la lettre ouverte au président Emmanuel Macron d'Arnaud Klarsfeld, elle est, alors je vais pas la lire, mais je vous encourage à aller la parcourir, parce que elle est l'interprétation de quelqu'un de à la fois déçu, probablement éconduit, mais qui vient quand même illustrer la difficulté qu'a Emmanuel Macron aujourd'hui à se réconcilier. Réussira-t-il avant la fin de son mandat avec un certain nombre de Français? Pas sûr. Avec tous les Français, ça c'est d'ores et déjà perdu. Mais je dirais avec celles et ceux qui l'ont accompagné, défendu et fait élire. Je vais juste vous lire la conclusion parce qu'elle est incroyable. Allez. L'histoire ne retiendra de votre présidence que le passage d'une girouette aveugle qui s'oriente en fonction du vent pour plaire au plus grand nombre et finalement déplaire à tout le monde. C'est extrêmement violent. Je suis pas sûr que ce soit particulièrement adapté à Emmanuel Macron. Voilà, je le défends quand même, mais c'est quand même quelque chose qui s'applique aujourd'hui à l'ensemble des dirigeants, à l'ensemble de celles et ceux qui prennent le risque d'aller devant le suffrage universel en France et ailleurs pour tenter de faire changer les choses. A-t-il réussi, n'a-t-il pas réussi? Je vous laisserai en apprécier. Réponse très rapide, Sylvain. Bon, je vais essayer d'être le plus poli possible. C'est compliqué avec Macron, mais je vais essayer d'être le plus poli possible. Moi, je conseille à Emmanuel Macron de jouer au loto. Parce qu'il a un bol de fou, avoir gagné l'Élysée 2 fois de suite dans les conjonctions de circonstances que l'histoire lui a présentées, faut quand même le dire, faut quand même le dire, ça. Voilà, c'est incroyable. Il a mis à genoux une industrie, l'immobilier, il a divisé le marché par deux, il a provoqué sur les 68 000 dépôts de bilan en novembre 2024, entre la restauration, l'hôtellerie et l'immobilier, première cause de mortalité. Il y a 17 millions d'habitants, alors il n'est pas comptable de ça, mais par contre, ce dont il est comptable, c'est du niveau d'urbanisme aujourd'hui et de solutions de logement pour une précarité. Je rappelle que le nombre de SDF, depuis son premier mandat, il a doublé, qu'il y a 2 700 000 foyers mal logés, 4,5 millions de personnes qui sont dans des états de logement de transit. Il faut avoir la tête pour y aller. Donc Macron sera comptable devant les Français, il sera comptable du déficit de l'État et il en paiera le prix comme l'histoire l'a écrit. Point. Luc. Avec voilà. Et on devrait d'ailleurs assortir du mandat de président de la République, par exemple, avoir un mandat d'élu local. Lui qui a tapé sur les maires à bras raccourcis et qui n'a jamais eu de mandat. Quand je dis qu'il devrait jouer au loto, le seul mandat qu'il a gagné, c'est la présidence de la République. Incroyable. Deux observations. Première observation, en 2017. Emmanuel Macron avait suscité un intérêt et même une espérance avec l'idée de nouveau monde, une réforme de la pratique politique, par exemple. Évidemment, les gens ont été déçus puisque l'une des premières choses a été d'aller chercher l'ancien directeur général de comment faire du neuf avec du vieux, Édouard Philippe, et d'aller se servir dans les anciens partis. Donc premier point, il y a une déception par rapport à ce qu'il avait annoncé. Et le deuxième point, je suis pas d'accord pour dire qu'Emmanuel Macron est une girouette. Je dirais que c'est pas un politique, c'est plus quelqu'un qui est issu du milieu économique, la banque, etc. Et il a une continuité, c'est qu'il a toujours été un fidèle serviteur de la politique de l'offre. Ça a des avantages et des inconvénients, mais en réalité c'est pas une girouette, c'est quelqu'un qui s'est mis à ce service-là. Puisque vous avez la parole, Luc Gras, vers un apaisement de notre démocratie avec le retour des partis de gouvernement, plus à l'écoute, vous le dites, du peuple en fait. Moi, ma passion, c'est la démocratie. Je trouve c'est formidable, c'est-à-dire se dire que on est tous d'une communauté nationale, une et indivisible. Il y a la citoyenneté et comment on fait pour s'entendre et avancer ensemble. Et donc c'est ça un petit peu le sujet. Et donc dans un monde qui est complètement en feu, où on nous explique même que la violence est la nouvelle règle, de Trump, Poutine, Gaza, etc. En gros, on résout les problèmes par la violence. Je n'y crois pas un seul instant, car je crois que l'âme des peuples est toujours plus forte que l'asservissement des peuples et qu'ils finissent toujours par ne pas accepter la force et la brutalité. Et donc, comment en sortir? Eh bien, je crois que c'est justement en revenant à une lecture de la démocratie exigeante, d'abord des citoyens qui se forment au discernement pour ne pas voter pour n'importe qui. Il fut un temps où les gens votaient pour une affiche, pour TLFI, TRN, TLR. Non, on vote pour des personnes
personne. Et donc c'est une exigence, la démocratie, la citoyenneté encore plus une exigence. Et pour cela, il faut former des politiques qui soient à même de servir le bien commun, et il faut probablement créer des écoles de formation pour que on n'ait pas ces vagues Renaissance en 2017. Je sais ce dont je parle parce qu'on m'avait appelé pour les former. Donc les gens de Renaissance n'y connaissaient rien, les gens du RN c'est pas mieux, et à LFI il y a aussi des gens qui sont pas très compétents. Il faut qu'on arrive à former, quel que soit le parti politique, des gens en compétence et surtout au service du bien commun. Allez, vous avez 40 secondes, Sébastien et Sylvain. Moi, je vais dire à l'UGRA que ça existe. Il y a des écoles de formation pour les élus. La problématique, c'est qu'elles sont la plupart du temps affiliées à des partis politiques. Allez, oui, vous avez raison, hein, fondamentalement raison. On n'est pas, la démocratie aujourd'hui ressemble plus à une médiocratie, mais néanmoins, c'est le seul système qui garantit les libertés publiques et les libertés individuelles. Je suis désolé de vous le dire, c'est comme ça. Mais la deuxième chose, effectivement, c'est qu'on devrait effectivement essayer d'augmenter le niveau de compétences. Pour ça, il faut faire croire aux Français ou leur donner l'espoir aux Français qu'on peut avoir des vrais politiques. On a eu la chance de recevoir Yael Braun-Pivet ici. Moi, je pense que quand on lit son livre, même si je suis pas d'accord avec elle, avec ses orientations politiques, elle nous laisse l'idée d'espérer. Je pense que c'est de ça dont on a besoin. Merci beaucoup à vous trois. En tout cas, vous restez avec nous dans un instant. On va revenir sur un sujet. C'est un serpent de mer aussi, la fraude sociale. La CNAV qui défend son action, biométrie, contrôle à Alger. Plusieurs mesures de la Cour des comptes sont déjà mises en place. Alors parlons vrai. Est-ce que c'est avant tout pour vous une mesure de rétorsion de la France vu la politique du gouvernement algérien? Et à cette question, la CNAV a-t-elle raison de durcir les contrôles sur les retraités algériens? Vous dites tout à 95%, vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On vous attend, on est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci de nous écouter sur Sud Radio. Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix. En tout cas, c'est un plaisir de vous accueillir tous les jours avec Philippe David, avec autour de cette table Sylvain Lévy-Valency qui est avec nous, que vous retrouvez tous les samedis matins à 9h15. Faut se lever un petit peu tôt, mais c'est intéressant, hein, ça c'est Parlons Immo. Sébastien Ménard, entrepreneur dans la food tech et patron de Presse Libre, et Luc Gras, politologue et auteur de ce livre passionnant, La démocratie en péril. Et on vous souhaite la bienvenue tout de suite. Le coup de projecteur des Vraies Voix. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des Vraies Voix. Dans 2 ans, au revoir, monsieur, dame. Je serai à l'échelon 7, les mômes sont élevés, j'ai ma cabane en Dordogne, la retraite, faut la prendre jeune. Faut surtout la prendre vivant. Oh, c'est moi! Il est vivant! Vous faites quoi dans la vie? Je suis retraité, j'ai inventé l'eau tiède. Ah bon? Il a rien compris. C'est ça. Et la Caisse nationale d'assurance vieillesse assure avoir déjà mis en place plusieurs des mesures recommandées par la Cour des comptes pour lutter contre la fraude sociale, avec par exemple la biométrie et 2 agents de contrôle au consulat d'Alger pour vérifier que les pensionnés sont toujours en vie. Alors parlons vrai, est-ce qu'il faudrait prendre cette mesure avec l'ensemble des pays étrangers? À la question, la CNAV a-t-elle raison de durcir les contrôles sur les retraités algériens? Vous dites oui à 95%, vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Alors si on revient sur les chiffres, le déficit pourrait atteindre 24,1 milliards en 2028 et 22 milliards d'euros cette année. Résultat, les magistrats de la rue Cambon, la trajectoire des complexes sociaux est devenue hors de contrôle, dit-elle. Peut-être on va se tourner vers Luc Gras. Aujourd'hui, effectivement, il faut trouver des solutions, et enfin les solutions tombent. Vous savez, c'est aussi la relation entre la France et l'Algérie. Moi, je dis toujours, quand on est dans une relation, dans un dialogue, on essaye d'améliorer les choses. Il y a un moment où se pose la question où on peut vraiment pas s'entendre. Alors à ce moment-là, il faut en tirer les enseignements. Et à ce moment-là, cette relation évidemment privilégiée avec l'Algérie, on pose la question, est-ce qu'elle doit durer? Si on considère que non, on arrive au stade du divorce, en fait, on revient à une normalité, c'est-à-dire un rapport d'État à un État. C'est l'Algérie, c'est la France, ils sont respectables, mais ce sont des États. À ce moment-là, oui, on doit le traiter de cette manière-là, et la CNAV fait très bien de faire les choses. Et pour finir, évidemment que la remarque de Philippe David est extrêmement pertinente. Ce qu'on fait avec l'Algérie, on doit le faire avec les autres États. Pour ce qui est de l'Algérie, la Turquie, l'Algérie et le Maroc. Ça devrait permettre des économies entre 40 selon l'État algérien et 80 millions selon plutôt les autorités françaises. Mais vous imaginez si on multiplie ça avec tous les pays qui ont des ressortissants qui retournent au pays, ça fait quand même une masse. Et il n'y a pas de petites économies pour aider la France à rétablir ses comptes publics. Sébastien Ménard.
La CNAV, pour nos auditeurs, c'est la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Voilà, donc je viens de vérifier avant de dire une bêtise. Moi, en fait, ça me choque pas qu'on contrôle les retraités algériens, mais en fait, c'est pas la problématique, c'est pas l'Algérie, c'est le contrôle tout court. Bah, tout court, oui. Voilà. Bien sûr. C'est, on a besoin aujourd'hui que ça soit la CNAV, que ça soit la CAF, que ça soit et c'est pour ça que je le dis, c'est France aussi Travail. Au Portugal, en Algérie, en Espagne, au Maroc. C'est partout. On sait qu'aujourd'hui, la dépense publique, elle est nécessaire. On est dans un pays qui est, je dirais, au niveau mondial. On est sur la première marche de la dépense sociale. Je dirais, toute dépense confondue. On peut être fier de ça. La problématique, c'est l'efficience. C'est est-ce que cet argent public, quelque part, consacré au bien commun, faire en sorte que des gens vivent mieux après avoir travaillé toute une vie, pour que des gens se soignent, pour que des gens, les gens, et souvent les plus petits, ou même tout au long de la vie, se forment. Il faut juste accepter qu'il ne peut pas y avoir de distribution ou de redistribution de la richesse créée sans une forme de contrôle. Le contrôle, c'est la responsabilité. Le manque de contrôle, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'irresponsabilité dans laquelle, par naïveté, par électoralisme, par manque de courage aussi, quelque part, on a habitué nos concitoyennes et nos concitoyens. Et que ça soit des concitoyennes... Ou baisser les bras, et que ça soit des concitoyennes et des concitoyens qui soient français, qui soient binationaux, qui soient des retraités qui s'exportent ou s'expatrient après, etc. Tout ça ne me pose aucun problème. Mon sujet, c'est pas l'Algérie, c'est le contrôle. Ouais, moi j'ai un scoop. Ah. Pour une fois, je suis d'accord avec Sébastien. Merci. Donc, il a raison. On arrête l'émission, c'est bon. Et d'ailleurs, les Français ont raison puisqu'ils ont voté massivement là-dessus. Alors, le seul problème, c'est quand tu dis l'Algérie. Voilà. En fait, le vrai sujet, c'est pas le contrôle, c'est on dit l'Algérie. Donc, dans ce que dit Lugrin, il a raison. Il y a un rapport passionnel avec l'Algérie. On devrait le traiter d'État à État. Mais par exemple, il y a le Sénégal, il y a le Bénin. Il y a l'Afrique francophone dont on a encore des bénéficiaires. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le Portugal, avec des ressortissants qui touchent, etc., et qui vivent là-bas. Donc le contrôle, oui, parce que malheureusement, dans la dépense publique, ça crée des effets d'aubaine. Et c'est vrai que c'est assez usuel. C'est le cas aussi de la Chine, des Chinois, qui prennent leur retraite en Chine et qui bénéficient. Mais c'est également le cas pour l'assurance maladie. C'est-à-dire qu'on doit s'assurer que les personnes sont toujours là, bien évidemment, parce que c'est une pratique de faire payer, par exemple, à des morts qui leur retraite, mais c'est le cas, par exemple, des allocations familiales, par exemple, des personnes qui ne devraient pas les toucher, qui ont des enfants à l'étranger et qui continuent à les percevoir parce que leur domicile est toujours en France. Ça aussi, c'est une arnaque, mais c'est le cas, par exemple, ça a été le cas en Israël, par exemple. Je l'ai vu récemment avec des personnes qui avaient émigré, quitté la France et allé là-bas. Donc, ouais, je suis très objectif là-dessus. C'est tous les pays qu'il faut contrôler. Il faut être extrêmement rigoureux là-dessus. Alors, c'est étonnant parce que quand on parle de ce sujet, tout le monde crie en disant oui, c'est scandaleux, ça va, c'est quand même que 100 millions d'euros. C'est mais beaucoup 100 plus 100 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent. Moi, je serais content que plein de retraités les puissent. Il y a un engagement moral. La personne qui est venue travailler en France, qui a le droit à la retraite, c'est normal. Elle puisse toucher son bénéfice. Là où ce serait pas normal, c'est que justement, il y a des gens qui trichent, qui faussent les règles du jeu. Donc là, effectivement, ça n'a rien à voir avec l'Algérie ou un autre pays. C'est très important. Je voudrais juste préciser que la reversion, je voudrais juste préciser quand même que la reversion en cas de décès, elle est valable aussi à l'étranger. La reversion, vous savez, le conjoint survivant. Non, parce qu'il y a eu dans la presse des raccourcis en disant la personne était décédée, c'est sa femme qui a continué à toucher la retraite. En fait, non, c'est la voilà. L'État algérien dit simplement que ce serait que 5% de ce qui serait délivré, cette somme-là. Mais c'est quand même 5%. Donc c'est pas rien. Oui. Une fraude est une fraude. Voilà, c'est tout. 5% de 1 milliard, c'est pas mal. Oui. Vous fraudez, vous, Philippe David? Ah non, jamais. Vous, qui c'est qui l'a dit? Oui, mais... Pas l'hiverne. Mon Dieu, diffamation. Sylvain Lévy-Valency, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci Sébastien Ménard, merci Lugrin. Vous restez avec nous dans un instant, on va vous parler emploi et vous allez voir que le marché de l'emploi est en train de se retourner un petit peu. On va en parler avec Nicolas Leroy, qui est le directeur RH, je vais y arriver, de Fiducial, avec nos invités, bien entendu. À tout de suite.